sein de la société, de la communauté, et que le peuple ne soit plus clochardisé comme vous êtes en train d'insister? Bon, quand on veut parler du rôle focal de l'État, c'est que moi j'appelle le rôle focal de l'État, oui, parce que le peuple se méprend le plus souvent. L'État n'est pas un individu omnipotent qui est extérieur et au-dessus du peuple. Normalement, un État qui a été institué par le peuple est au service du peuple. Donc cet État fonctionne avec des moyens alloués par le peuple pour le bien-être de l'ensemble. Alors, dans ce cas, le rôle focal de l'État n'est pas celui d'offrir un paradis à chacun de nous. Non, ce serait une méprise et une passivité au niveau du citoyen qui doit être actif et participatif pour le progrès de son pays. Normalement, quand on regarde un pays typique africain, il est en subsistance constitué de paysans, d'artisans, d'artistes, de commerçants, des fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires de l'État, et avec une petite poignée d'industriels. Dans ce cas précis, le rôle focal de l'État serait d'abord d'installer des équipements sociaux communautaires qui permettent à ces acteurs principaux de mieux échanger avec souplesse pour booster la production interne, la consommation interne, donc l'économie interne du pays. Ce serait ça le rôle focal de l'État. Donc chaque citoyen, dans son individualité, profitera des facilités communes offertes par l'État pour participer, pour se valoriser, participer au progrès du pays par son travail. Et dans tout ça, la démocratie n'est pas étrangère. Est-ce qu'avez-vous un entendement par rapport à la démocratie telle que nous la vivons en Afrique? Bon, merci beaucoup Florine Gongo. C'est là où il y a faillite d'entendement parce que les gens dansent autour d'une démocratie donc qui se limite à la démocratie électorale. Alternance au pouvoir, ce qui est une espèce de marchandage. Demain, c'est notre tour, le lendemain, c'est votre tour. Non. Pour moi, selon, en tant que penseur... Pour vous, ingénieur Camille Bombil. Exactement. La démocratie essentielle est plutôt une ambition à démocratiser le bien-être au niveau de toutes les couches de la population. Donc, c'est normalement un fondement plutôt moral. Et on appréciera les résultats par la qualité de ce qu'on a obtenu au niveau de la vie des gens, de la population. Donc l'essentiel de la démocratie, c'est ça. Ouais. Bon, ingénieur Camille, quand je parcours encore votre ouvrage, je tombe sur quelque part où vous affirmez, à haute voix d'ailleurs, que l'aménagement du territoire et l'urbanisme posent problème en Afrique, d'après vous. Alors, comment vous expliquez ça? Oui, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, on ne le constate pas, ce n'est pas priorisé en Afrique et c'est très dommage parce que l'aménagement du territoire, c'est les tableaux de bord donc, dont vous allez vous servir pour votre évolution, pour votre progrès. Oui. Bon, l'aménagement du territoire, c'est une politique prospective qui consiste à une répartition harmonieuse et équilibrée des hommes, des activités économiques, des équipements et des infrastructures sur l'ensemble du territoire d'un pays pour le bien-être de son peuple et son épanouissement. Voilà. Avec l'aménagement du territoire, une vie prospective, bien sûr, parce que tout ce qu'on essaie de prédire pour l'avenir ne sera pas exécuté de cette manière-là. Il y aura des endroits où il faudra donc définir d'une manière beaucoup plus souple, là on y voit clair, mais d'autres restent d'une manière prospective. Mais c'est ça qui vous donne un tableau de bord. Comment vous allez évoluer? Vous voyez votre pays dans l'ensemble. Vous savez qu'ici, on peut aborder telle situation. Dans cette contrée, on peut aborder cette situation. Mais si vous n'avez pas ce tableau de bord, mais vous naviguez à vue, en aveuglette. Mais malheureusement, nos États africains n'ont pas priorisé l'aménagement du territoire. Et moi, encore l'urbanisme, on ne voit pas de traces parce que c'est l'aménagement au niveau de la cité.
Voilà, ingénieur, nous évoluons dans cette émission, dans votre ouvrage toujours, l'ouvrage intitulé, je rappelle, le fondamental, quel peuple, quel État et quel dirigeant pour demain au Congo et en Afrique. Vous abordez également un aspect lié à la religion. Vous parlez de la laïcité en Afrique et vous parlez également de l'apolitisme de l'Église. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quels sont les éléments que vous avez à mettre à la disposition de nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant? Oui, mais c'est parce que là aussi, il y a une faillite d'entendement. Bon, la laïcité, donc, on peut d'abord le définir comme le non-conformisme de l'État aux préceptes de l'Église ou d'une religion quelconque. Oui, c'est ça, la laïcité. Et l'apolitisme? L'apolitisme, c'est tout simplement, quand on parle de l'Église qui doit être apolitique, c'est tout simplement pour dire que l'Église ne peut pas s'engager ouvertement dans la lutte politique qui concourt au pouvoir. Oui, qu'est-ce que vous appelez s'engager ouvertement? Oui, par exemple, en faisant la promotion des candidats particuliers par rapport à un autre. Mais lorsque l'Église joue, par exemple, ce rôle prophétique de dénoncer le mal, vous voyez ça comment? C'est un engagement? Justement, c'est là où il y a faillite d'entendement. Quand on parle, on fustige l'Église, non, n'intervenez pas dans ceci parce que l'Église doit être apolitique. Non. Mais l'Église, qui est constituée des filles et des fils du pays, ce sont les membres de la nation. Donc l'Église ne peut pas se départir en tant que membre de la nation de faire un diagnostic sur la marche réelle du pays, si le pays est dans la bonne voie ou non. Ouais. Dans ce cas, l'Église a un mot à dire. Ainsi, par exemple, la justice sans faux, ou la justice sans faux, dans un processus particulier. Il est neutre, bien sûr, mais il doit donner son point de vue, ouais, parce qu'il a un rôle à jouer dans la société. Donc, ce n'est pas quand on dit que l'Église est apolitique, que l'Église doit rester bouche cousue, quand même que certains aspects du pays sont en souffrance du point de vue justice ou du point de vue justesse de leur conduite. Oui, c'est ça. Ok. Toujours dans votre ouvrage, ingénieur Camille, vous parlez de la malédiction des richesses pour des pays africains qui sont riches en richesses extractives. Avez-vous un remède pour éviter ça? Oui. Fredy Ngongo, c'est un mal généralement constaté. C'est-à-dire, la malédiction des richesses, c'est un paradoxe. Expliquez-nous un peu cette malédiction des richesses. Oui. Comment ça peut se passer? Donc, c'est-à-dire, vous avez des richesses extractives abondantes, le cuivre, tout ça, les cuivres et tout comme ça, mais à l'opposé, la population demeure pauvre. Oui. La population n'en profite pas. Donc c'est un constat général. Donc on a sur le pays africain. Non, un peu partout dans le monde aussi. Oui. Nous parlons Afrique, ça nous concerne. Oui, nous parlons Afrique, ça nous concerne. Plus on a des richesses extractives importantes, plus on est pauvre, la population est pauvre. Mais tout simplement parce que les prédateurs internationaux, en complicité avec nos dirigeants, s'accaparent ces richesses pour les propres comptes, au mépris aux dépens de la population. La population n'en profite pas. Le remède consiste tout simplement à installer un gouvernement qui est dédié à la cause commune, qui est dédié au peuple et qui aura pour tâche la lutte contre la corruption liée à ces richesses. Il n'y a que ça comme remède, la lutte contre la corruption. Voilà. Et toujours dans votre ouvrage, le fondamental, quel peuple, quel État, quel dirigeant pour demain au Congo et en Afrique, vous parlez, vous dites le Nord est riche. Oui. Le Nord, c'est le pays développé, et le Sud, pauvre. Alors, vous, comme chercheur, selon vous, la cause fondamentale de la pauvreté du Sud provient d'où? Est-ce que c'est des dirigeants qui ne sont pas, comme vous venez de dire, des dirigeants qui sont imposés, qui travaillent en complicité avec le prédateur, entre guillemets, comme vous le dites, ou vous avez encore d'autres éléments à ajouter par rapport à ça? Merci beaucoup, Florine Ngongo, pour cette question. Parce que c'est ici qu'il faut vraiment bien éclairer la lanterne des peuples africains. Voyez. La cause fondamentale de la pauvreté de nos pays du Sud
consiste plutôt à l'accaparement de la quasi-totalité des richesses mondiales par les pays du Nord. Oui. Donc au blocage au nord